Donc Bernard Bloch, Cap Étoile La Fabrique, coopérative artistique de production à Montreuil. Bon, il y a eu beaucoup de choses très passionnantes qui ont été dites, et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, comme ça en écoutant tout ce qui a été dit, que j'ai pensé, c'est qu'en fait tous ces lieux de fabrique sont très souvent des lieux de désindustrialisation. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Et de penser les choses par rapport à ça. C'est-à-dire que la plupart de ces fabriques, c'est le cas par exemple pour Cap Étoile, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait ici avant, mais je pense qu'il y a de bonnes chances que c'est des lieux soit d'artisans, soit d'industriels. C'est-à-dire que ces fabriques de culture s'installent dans les lieux où avant il y avait de l'industrie. On sait quel est le problème de la désindustrialisation de la France. Et en plus, tout ce qui s'est mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale et qui arrive à bout de souffle, tout ce qui s'est mis en place de tentatives de démocratisation culturelle qui arrive à bout de souffle, parce que précisément, on ne fait que reproduire, que c'est plus les gens qui ont fondé Planchon, il était au départ. On lui a pas donné de l'argent pour faire ce qu'il faisait, il a d'abord fait ce qu'il a fait, et après il a obtenu de l'argent à cette époque. Mouchkine à la cartoucherie, et c'est elle qui a inventé la cartoucherie. C'est pas le pouvoir politique qui a inventé la cartoucherie pour Mouchkine. Mais c'était une époque où la France était encore industrialisée, et on sait bien à quel point, dans toute cette période-là, les années 50, 60, une partie des années 70, le rapport entre l'industrie, entre les comités d'entreprise et les artistes était ce qu'il n'est plus. Qui n'existe plus. Ce rapport-là n'existe plus. Donc il faut complètement refonder une coïncidence entre la politique et l'art. Et pas entre les politiques et l'art. Parce que je pense que que cette autonomie-là doit être beaucoup plus qu'une autonomie, ça ne peut être qu'une opposition. Les lieux de fabrique de culture ne peuvent être qu'en opposition avec les politiques. Ça ne peut pas être on peut réfléchir ensemble, c'est pas une opposition violente, mais c'est une opposition, c'est-à-dire que les points de vue sont forcément contradictoires. C'est une contradiction principale, comme disait l'autre. Et c'est bien que ce soit comme ça. Il faut que, quel que soit le politique qu'on a en face de nous, on lui rentre dedans. On est là pour ça. Et d'ailleurs, le fonctionnement des fabriques, qui remettent en cause complètement toute la hiérarchie. Il n'y a pas de fabrique s'il y a de la hiérarchie. Ça n'est plus une fabrique, ça devient une institution. Qu'est-ce qui définit l'institution? C'est la personnalisation et la hiérarchie. C'est bien pourquoi le ministère de la Culture n'accepte pas l'existence de fabriques et de collectifs ou de coopératives, parce qu'il veut avoir affaire à un chef, à une personne, à la hiérarchie. Or, si on affirme cette hiérarchie, on est forcément en contradiction avec la politique telle qu'elle fonctionne. Et cette contradiction-là, elle doit être toujours dans notre esprit. Et je pense que y a autre chose. Les fabriques, d'un point de vue libéral ou social-libéral, peuvent être très pratiques parce qu'elles, d'une certaine manière, elles donnent l'illusion de réindustrialiser la France. C'est-à-dire qu'elles utilisent ces lieux en déshérence. Si on rentre dans la logique libérale, elle utilise ces lieux en déshérence, elle les rend plus beaux, elle embellisse la ville. Qui est-ce qui y vient, par exemple, à lieu unique au 104? Qui est-ce qui y va? Hein? C'est pas les gens d'à côté, c'est clair. Ça devient simplement des institutions. C'est effectivement au début des lieux complètement ouverts, des ruines qu'on habite, mais après c'est plus des ruines. Alors attention à ne pas se faire instrumentaliser, c'est-à-dire parce qu'on coûte moins cher que les institutions, parce qu'on se paye moins, parce qu'on travaille plus en se payant moins, parce qu'on fait des économies d'échelle et qu'on embellit des lieux qui autrement seraient tombés en ruine. Attention de ne pas être les réhabitants d'un désert ou les décorateurs de ruines. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une vraie fabrique de culture, il faudrait que tout devienne des fabriques, et pas seulement la culture.
Il faudrait que la santé redevienne des fabriques. Il faudrait que l'artisanat redevienne des fabriques. Il faudrait que dans tous les domaines, les gens reprennent en main leur outil. Et il ne faut pas que les fabriques de culture soient juste un épiphénomène qui en fait peut aussi bien servir les libéraux que la gauche institutionnelle, elle aussi. Et donc la question, c'est qu'il faudrait qu'on soit un exemple ouvert à la fabrique de tout. C'est-à-dire, on est bien d'accord, hein. Tu parlais d'avoir la main sur son outil, c'est bien le problème de la société française. Elle n'a plus de main sur quoi que ce soit. Même d'ailleurs les politiques, même Sarkozy n'a plus la main sur quoi que ce soit. Donc il s'agit de reprendre la main. Voilà. Alors évidemment, un exemple comme ça, qui ne peut être que radical et qui doit aller dans un sens de plus en plus loin dans ce radicalisme, ne peut pas se faire gentiment avec des politiques. Ça ne peut être qu'en opposition. Ça ne peut être que comment est-ce que les politiques aujourd'hui pourraient accepter d'abandonner leur hégémonie, puisque c'est tout ce qui leur reste. Bonsoir, pardon. Alain François, Fédération des Arts de la Rue en Ile-de-France. Juste, je vais être bref, hein, j'ai une petite question qui me titille depuis que j'ai ce document entre les mains, et donc ça fait depuis la dernière réunion qu'on a eue à la région. C'est que, donc, pour parler d'autonomie et d'indépendance, j'ai l'impression, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'indépendance, l'autonomie que nous revendiquons pour ces lieux de fabrique, et l'évaluation et la critérisation. Voilà, c'est la question que je me pose, et j'arrive pas à y répondre tout seul. Moi, je pense qu'il manque quelque chose dans ce document. Il manque la pérennisation de ces lieux. Parce que, comme l'a rappelé monsieur, souvent ces lieux de fabrique sont issus, sont maintenant dans l'industrie, enfin, sont dans les lieux industriels de l'époque d'avant. Mais comme il y a eu une les industries se sont pété la gueule. Je me dis, voilà, j'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a oublié ça. On a oublié, il faudrait pas que ces lieux de fabrique soient des lieux éphémères, comme ont été les squats culturels à notre époque. Voilà, donc c'est la question que je me pose, la contradiction entre interdépendance et autonomie et critères et évaluation. D'accord. Si tu veux bien, avant de répondre, on va prendre quand même quelques échanges encore dans la salle. Michel Simoneau derrière. Oui. Allô. Pardon. Si des dames veulent réagir, comme non, rapidement, ça va être très bref. Ah bon, pardon. Oui. Michel. Oui. Très brièvement, c'est sous forme de question parce que je crois que si on rentre dans le débat de fond, ça serait important parce que je crois que tout ce document et le travail qui est préalablement actif est fondé sur une réflexion collective très importante et de longue haleine. Et je crois que c'est important. Et je crois que là, il y a aussi pas une preuve, mais une démarche autonome, au bon sens du terme, c'est-à-dire comment des responsables et de lieux, ou même comme moi, que je suis pas responsable d'un lieu, mais je suis en résidence dans un des lieux, et on s'est mis ensemble pour réfléchir, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Je crois que c'est aussi ça. Et maintenant de le mettre en discussion. Bon, ça c'était important à dire. L'autonomie, c'est ça aussi, et d'engager le débat, et éventuellement contradictoire. Et de ne pas chercher forcément l'harmonie. Je sais pas, sans dire pour autant que c'est forcément l'ennemi. J'avais deux petites questions, mais quand même des questions par rapport à des choses qui me dérangent. Pourquoi le mot fabrique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le mot fabrique séduit les politiques et que c'est d'une instance politique qu'il réapparaît comme une chose qui devient une chose qui les intéresse maintenant? Contre quoi? Ou pour faire quoi? À la place de quoi? C'est intéressant qu'on entende ça. C'est-à-dire parce que moi je ne crois pas au surgissement. Les mots c'est capital un mot. Je vais faire le pédant, je vais jouer mon rallye.
Je suivrai ma citation. C'est Freud qui disait, on commence par céder sur les mots, on finit par céder sur les faits. Il faut interroger les mots. Qu'est-ce qui fait que ce mot réapparaît? Alors que ce mot, effectivement, dans l'histoire, moi j'ai connu, par exemple, la Rote Fabrique à Zurich, j'ai connu des fabriques aussi autour de Genève. Alors, on voit bien qu'est-ce qui fait que ces choses qui sont surgies, l'histoire a été dite, en marge, dans des squats contre. Aujourd'hui, ça devient quelque chose dont une instance politique se revendique et a envie de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Moi, je suis un peu inquiet quand même. J'y vois l'intérêt, puisque moi, là où je suis, je vais pas le décrire, mais je vois l'intérêt de ce que nous entendons par fabrique. Et c'est-à-dire on en a beaucoup parlé. C'est pas tout à fait pareil à Nigra où je suis que ici, que tous les lieux où j'ai mal grand joyeux. C'est différent. Mais il y a quelque chose qui nous traverse de commun. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de, alors même, voilà. Donc je pose la question. Contre quoi? Il a dit pourquoi fabriquer alors qu'il s'agit d'art et de culture ou d'art ou de culture? On parle de fabrique, c'est-à-dire d'une procédure, de ce qui engage de travail, la fabrication, et plus du contenu, mais d'une modalité, la fabrication, ou du lieu où ça se fait. Mais ça fabrique quoi? Et qui fabrique? Comment on les appelle? C'est qui fabrique? Et ils fabriquent quoi? On les appelle plus des œuvres, on les appelle quoi? Des relations. Qu'est-ce que ça fabrique? C'est pour éviter de parler, d'employer d'autres mots. La circulation des biens, c'est biens culturels, c'est biens artistiques, c'est quoi? J'aimerais bien que les politiques là-dessus soient clairs. Et je suis pas sûr qu'ils le soient. Je le dis très franchement. Je pense que c'est quelque chose qui vient par-dessus, coiffer quelque chose qui existe, prendre la place d'autre chose pour je pense pas par difficulté de formuler un vrai projet culturel, ou par envie peut-être de poser d'autres questions. Deuxième question que je pose, elle sera aussi méfiante. Et je l'ai entendu là, sous ce qui a été dit. Quelle est cette politique culturelle dont on parle maintenant? Est-ce qu'on parle encore de politique culturelle? C'est-à-dire qu'on parle de politique culturelle montante contre une politique culturelle qui aurait été que descendante? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, pourquoi célébrer le montant contre le descendant par des gens qui occupent aujourd'hui des positions institutionnelles, qui ont le pouvoir de la subvention et de la décision? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pense que derrière, il faudrait que les responsables politiques, les partis, disent ce qu'ils entendent par politique publique. C'est quoi une responsabilité politique? Est-ce que ça veut dire que si je fais exprès, j'en rajoute un peu, mais vous me comprenez pourquoi je pose la question comme ça, en schématisant. Si on célèbre le montant contre le descendant, dire l'émergence des citoyens qui s'organisent, c'est beau, moi je suis d'accord, puis c'est ce qu'on fait nous. Mais quand même, à un moment donné, en tant que citoyen, je me dis, j'attends de l'État qu'à un moment donné, il prenne l'initiative de construire lui-même les conditions d'une politique culturelle, alors on pense à démocratisation, partage, on met tous les mots qu'on veut, mais c'est aux politiques de dire, il appelle quoi ça comment? Partage, démocratisation, circulation des biens, il appelle ça comment? Le politique, le parti politique. Et à partir de là, ça veut dire qu'il abandonne je sais bien qu'on va me dire que non, qu'il abandonne pas. Mais j'aimerais l'entendre. Et ça veut dire quoi? C'est quelle articulation entre la prise de responsabilité d'une politique publique qui crée les conditions de quelque chose, et donc qui intervient, qui n'attend pas simplement que les gens occupent des lieux, mais qui aussi peut créer des musées, créer des scènes nationales, ou les appeler autrement, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut créer d'autres choses, mais c'est quoi? On va attendre que pour les gens se soignent, ils se regroupent entre eux et fabriquent des dispensaires dans un coin? Je fais exprès, bien sûr, j'en rajoute. Mais l'image, elle est intéressante quand même. Ça veut dire quoi, ça? Je pose ces questions pourquoi? Parce que j'ai la sensation que les projets politiques, je m'intéresse à la gauche, mais la droite, je dis pas qu'elle m'est indifférente, parce que nous en sommes victimes. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux de gauche. Quels sont leurs projets de société dont découlent ces politiques publiques, et donc celles en matière de la culture? J'ai envie de tendre ce chemin-là. Et à travers les notions
comme ça un peu magiques de fabrique, de gens qui s'assemblent, qui montent par le bas, qui sont très à la mode en ce moment. Et on sent bien que c'est nécessaire en même temps. En même temps, c'est très bien qu'on survit par ça, en s'auto-organisant, par la solidarité, par les coopératives, par tout ça. Sauf que, est-ce que l'avenir d'une société, c'est ça? C'est la démerde et la débrouille? Parce que le libéralisme ne nous laisse que ça, et ça va devenir finalement le système. Allez-y les petits gars, retroussez vos manches, et nous, là-dedans, ce qui sera intéressant, on va faire. Bien, vous aurez compris que j'ai un peu forcé la dose, mais c'est pour poser la question. Merci Michel. D'autres interventions dans la salle? C'est peut-être un aveu d'impuissance, Michel. Pierre Prévost de la Fédération des Arts de la Rue. Je suis président, en fait. D'abord, j'ai vachement juste je ne connaissais pas en fait ce texte avant. Je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai parcouru et je le trouve super intéressant. Bravo, quel beau travail. Il y a plein de choses sur lesquelles on se retrouve, effectivement, sur l'organisation des lieux, sur le côté polydisciplinaire. Les arts de la rue sont interdisciplinaires par définition, donc on peut s'y retrouver complètement. Emmanuel a parlé des 50 lieux de fabrique qu'on peut avoir en France. Enfin, il n'a pas parlé des 50, mais sachez qu'on en a une cinquantaine, plus une dizaine qui sont labellisés sous le nom de CNAR. Ce sont des lieux qui ressemblent à ça, essentiellement. C'est-à-dire qu'on peut y construire, on peut y recevoir, on peut y donner, on peut y jouer. On peut y jouer pas seulement dans l'espace public, mais en fait, la question dont il s'agit, en gros, c'est la question de l'espace public dans sa grande acceptation, c'est-à-dire aussi bien l'espace public tel qu'on l'appelle aujourd'hui que les monuments, enfin les monuments publics, les établissements publics, les lieux, etc. C'est de ça dont il s'agit. Et il s'agit de l'imprégnation. La question, elle est de l'imprégnation de la culture et des actions culturelles à l'intérieur de ça. Alors moi, je suis hyper vénère ce soir quand j'entends Corinne nous raconter l'histoire du lieu unique, qui est un lieu pas mal. Mais honnêtement, la manière dont ça s'est passé, Jean-Marc Ayrault, il nous a fait les trucs avec Notre-Dame-des-Landes, donc il vieillit mal, Jean-Marc. Mais c'est énervant cette énergie que mettent, comme l'exemple du 104, cette volonté absolue que veulent les politiques de construire des paquebots qui servent à quelques-uns, alors que ce dont on a besoin, c'est d'une flottille. Une flottille de petits bateaux. Je ne vais pas apprendre à Corinne que l'avenir de la pêche, c'est pas les navires-usines, ce sont les petits bateaux. C'est eux qui vont sauver la pêche, et c'est là qui est l'essentiel. Et pour la culture... Mais je suis d'accord. Mais non, je suis pas d'accord je suis pas vénère contre toi. Tu es contre Jean-Marc Corinne, Ayrault. je suis énervé contre Jean-Marc Ayrault. D'accord. Et non, mais simplement, ça nous sert d'exemple. Et quand, Michel, il y a une espèce d'impuissance. On en a marre également de ces gens qui sont dans les commissions culture du parti, et à un moment donné, qui vont passer dans la commission santé avant de passer dans la commission élection locale. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un aveu d'impuissance collectif. Et si les fabriques commencent à exister, joli nom d'ailleurs, non pas post-industriel, moi je dirais post-artisanal. Parce qu'il ne s'agit pas de monter des grandes usines. Il s'agit de monter des unités de fabrique, des unités sur lesquelles on peut être et entrevoir le monde différemment. D'ailleurs, à l'intérieur de ça, se posent des questions de démocratie. La manière dont ça fonctionne, c'est absolument indispensable. Quant à la pérennisation, par exemple, moi je trouve que ce qui a été fait dans ce texte et ce qui est pratiqué quotidiennement par les fabriques, c'est en fait un éloge de la fragilité. C'est un intérêt fou de la fragilité. La fragilité est créatrice. Les artistes rentiers meurent, dégueulent, s'endorment. L'institution est incapable de se subvertir de l'intérieur. On le sait. Il y a eu une institution, il y a 50 ans, les CDN et compagnie, centres chorégraphiques. Qu'est-ce que ça a amené à la société, sinon de réunir un certain club de spectateurs, de permettre à des lycéens d'aller se frotter un peu à la culture, à des élèves d'y aller. Mais qu'est-ce que ça a changé à notre société? Que dalle. Là où on invente, là où se créent les choses, là où effectivement on n'arrive pas à distinguer la frontière entre l'artistique, le culturel et le social, et heureusement qu'on n'arrive pas à distinguer la frontière, parce que c'est là que se joue l'avenir de demain. Donc voilà, faisons attention, parce que moi j'ai peur dans la pérennisation
contrairement à ce que disait Alain, la pérennisation, j'ai peur des institutions, fussent-elles petites. Donc, on a besoin de politiques qui sont aimants, qui suivent ce qui se passe, qui ne passent pas d'une commission à une autre comme ça, mais qui sont profondément concernés en tant que citoyens. À ce propos, et je vais terminer là-dessus, la Fédération des Arts de la Rue a lancé une campagne qui s'appelle « L'art est public », campagne qu'a signée, entre autres, Corinne, et pas mal de grosses têtes du PS et pas mal de grosses têtes du Front de gauche. Il y a un appel aux élus sur une politique culturelle réinventée. Cette politique culturelle réinventée, elle clame des valeurs que moi je trouve ici. Et ça tombe bien puisque Actif fait partie de l'UFISC et que l'UFISC est signataire, enfin, et co-porteur de ce projet. C'est une chose sur laquelle nous donnons ces valeurs-là, justement, que il faut l'initiative, la co-construction. Nous, on ne se contente pas de dire co-élaboration, mais co-construction. C'est là que nous devons aller. Être responsable et construire, aller jusqu'au bout de l'idée, jusqu'à la finalité. Ce qui est en question, c'est la démocratie. C'est le vivre ensemble, c'est pas plus que ça. La culture séparée de la démocratie, ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes le ferment, nous ne sommes pas la cerise sur le gâteau, nous sommes la farine qui fait le gâteau. Et une fois qu'on aura bien pris conscience de ça et des responsabilités immenses que ça nous donne, parce que ça nous donne de sacrées responsabilités, à ce moment-là, on peut aller. Moi, je suis hyper content de participer à cette réunion, parce qu'effectivement, on a des éléments, on partage des choses, et je crois qu'il y a un certain nombre de convictions qui vont se retrouver magnifiques. Merci. Merci Pierre. Je me permets d'intervenir, je suis là. Excuse-moi. Non, parce que je me méfie, il faut qu'on continue à faire circuler la parole, mais il y a des questions qui ont été posées, et je pense qu'on risque de les oublier, et peut-être qu'il ce serait bien de refaire tourner la parole, parce que je redis, une des idées qu'on avait à l'occasion de cette rencontre, c'était bien sûr qu'il y ait du débat public avec des élus. C'est-à-dire qu'on n'a pas invité, je dirais, de techniciens ou d'administratifs des institutions. Ce qui nous a semblé vraiment être important, c'est ça. Donc je crois qu'il faut qu'on profite sans... Peut-être voilà. Régis, là on a 2-3 questions. Peut-être qu'on peut prendre encore une ou deux interventions. Je sais que Alban voulait réagir aussi par rapport à une des choses qui s'est dites. Ok. Et Alors puisque j'ai le micro, je me permets aussi une petite remarque. Je tiens à revenir sur cette question de l'autonomie. C'est pas la question de l'autonomie qui me semble fondamentale en tant que telle. C'est pas le mot, parce qu'un mot, on le remplit de vent si on veut. Moi, ce qui me semble important, c'est de savoir si vous, en tant que politique, il vous semble judicieux aujourd'hui de faire en sorte qu'un certain nombre de projets qui sont initiés depuis la société civile, c'est-à-dire, on a dit depuis le terrain, depuis le bas, en tous les cas, pas du tout initiés depuis une décision politique, si là, il vous semble qu'il y a quelque chose à défendre et si vous entendez le faire. Je vais préciser ma question. Sur cette question des fabriques, je crois savoir, c'est pas un secret, que Julien Drey a 3 projets de grosses fabriques. J'appellerais ça, moi j'ai déjà appelé ça des 52, des demi-104, ou on peut appeler ça des 26 éventuellement, c'est des quarts de 104. Voilà. Le problème, c'est que voilà, ça risque d'occuper une place tout à fait conséquente, budgétairement parlant. Et les montants qu'on entend sur les aides à l'investissement sur ces 3 lieux sont tout à fait conséquents. Et moi, j'ai aussi entendu une chose, on a dit, oh là là, attention, sur la politique des fabriques, il faudra faire attention. Nous, on a une volonté d'occuper, de penser territorialité. Ça me semble légitime qu'un politique se pose ces questions-là. Or là, les fabriques dont on entend parler, elles sont à Montreuil. Donc je ne sais pas combien il y a de représentants de fabriques qui sont à Montreuil ici. Mais il y en a un paquet, parce que j'en compte moi 1, 2, 3 avec celui qui était là, 4 ici. Donc des fabriques, il y en a 5 là-bas. Il y en a à Montreuil. Et on va nous pondre un projet de fabrique à Montreuil. Voilà, depuis en haut. Donc là, moi, quand je parle d'autonomie, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'on va continuer sur ces schémas ou est-ce qu'à un moment, on pose comme priorité le fait qu'on part de ce qui existe, on prend en considération solidement ce qui existe et on pense les choses à partir de là.
Donc je m'excuse, hein, mais parmi les questions, j'aimerais qu'on traite celle-là. Okay. Une dernière réaction dans la salle, peut-être justement une dame, on n'en a pas tellement entendu jusqu'à présent. On m'entend? Oui. Non, je ne sais pas. Il marche plus? Je ne sais pas. Si, parfait. Écoutez... Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je suis responsable d'une petite compagnie, le Théâtre des Articulés. Je suis France Lila, donc je suis auteur. Et dans mon parcours, j'ai aussi eu un parcours de sensibilisation du public. Mais donc le côté travail avec les quartiers ne m'a jamais été étranger, mais je revendique aussi la liberté d'auteur dramatique. Et j'ai assisté à un débat à Avignon, d'ailleurs je crois reconnaître certaines personnes, où tout était dit en fait. Il y avait effectivement Julien Drey qui disait oui, mais pour la culture, nous avons aussi des comptes à rendre aux autres conseillers, à la population, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça soit rentabilisé, etc., enfin en substance. Et puis un auteur qui a fait un passage de quelques secondes un peu désespéré en disant mais il faut aussi nous écouter nous, parce que c'est nous qui sommes la chair vivante de la culture. Et donc je vois qu'il y a peut-être un progrès, parce ce que j'ai compris de cette réunion, on va donner plus de possibilités aux lieux existants pour accueillir, parce que on disait que la diffusion ne faisait pas partie des préoccupations, mais je suppose que ces lieux qui apparemment ont une programmation qui va se développer grâce à ça, c'est tout à fait encourageant. Alors c'est vrai, moi je ne me prononce pas sur les projets de grandes fabriques qui continuent l'élitisme qui existe malheureusement en France encore, mais je ne voudrais pas qu'on oublie la situation et le contexte. C'est les subventions pour les compagnies qui ne sont pas renouvelées. Et ça serait peut-être une revendication préélectorale, de dire les compagnies ont besoin de subventions pérennes, comme elles existaient avant, et pas sur un simple projet. Le problème aussi des troupes, on aimerait ne pas être des chômeurs, mais être des salariés permanents aussi. Donc, je pense qu'il faut utiliser aussi, il faut quand même réfléchir aux difficultés des collègues, aux difficultés des compagnies, que je supporte aussi. Je pense que bravo s'il y a un progrès pour ces lieux, qui sont aussi des lieux d'accueil, des lieux dans le territoire, mais n'oublions pas le contexte et essayons aussi de formuler des revendications qui fassent avancer la situation des artistes actuellement. Merci. Une dernière, s'il vous plaît, puis on va repasser sur la salle. Bonsoir, Sylviane Manuel, et je viens plutôt d'une compagnie de cirque. Mon expérience, elle est plutôt là-dedans, on va dire, bien si j'ai fait d'autres choses. Il se trouve que ce qui m'a frappé dans le document, et c'est presque à la conclusion que c'est cité, donc on a parlé d'indépendance, on a parlé de tout un tas de critères. Bon, il y aurait des choses à dire évidemment là-dessus, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on parle de 3 lieux en Île-de-France qui risquent de fermer. Alors, quelle est l'indépendance par rapport au foncier, par rapport à cette démarche qui est mise en place, puisque l'Île-de-France est quand même vraiment particulier, pas dans la Creuse. Et donc, en quoi ça peut être aussi un instrument de réflexion, de situation, je sais pas, d'état des lieux, de possible, d'indiquer un tout petit peu quelles peuvent être les forces et les dynamiques par rapport au foncier en Île-de-France. Voilà, je fais partie aussi d'une compagnie qui risque de ne plus avoir de lieu dans 2 ans. Donc voilà, c'est aussi une préoccupation qui traverse la compagnie dont je m'occupe. La deuxième chose, c'est par rapport à l'idée même de fabrique. Moi aussi, c'est un terme sur lequel je trouve que ça vaut encore la peine de s'interroger, même si le développement des uns et des autres était tout à fait intéressant, même par rapport à l'ère post-industrielle ou post-artisanale.
enfin, les bureaux à occuper quand ça sera l'ère post-tertiaire, ça sera moins sympa quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le 6B, c'est des bureaux. Ouais. Bon, enfin, bon, c'était idiot, excusez-moi. Non, il y a quelque chose de l'ordre de, effectivement, il y a un processus de réappropriation entre des gens qui veulent faire ensemble quelque chose, et ça c'est important. Et je pense que il y a un côté comme ça, tout terrain. Enfin, moi, je trouve que c'est bien d'essayer de trouver des critères pour que ce soit pas fourre-tout. Et l'indépendance en est un, mais voilà, quelle indépendance, je le rappelle, le foncier, c'est compliqué. Mais après, la question que je me pose, c'est il y a aussi à faire attention avec ces critères. Il y a des lieux simplement de pratique qui existent et qui sont nécessaires aussi, sans que se pose forcément la question de la création d'un territoire ou de l'animation d'un territoire. Et voilà, cette question-là, elle est un tout petit peu évoquée, et je trouve que elle mériterait d'être plus fouillée, comme un lieu de recherche, comme ces lieux qui pourraient naître d'autres endroits du monde. Voilà. Enfin, j'ai été très sensible au fait que c'est bien d'avancer sur ces terrains-là, mais c'est toujours bien d'avancer sur les terrains parce que ces lieux sont des lieux de paupérisation quand même. Au niveau des gens qui y travaillent, même si la richesse de ce qu'ils mettent en œuvre est évidente et nourrissante probablement, mais il y a quand même toujours un front, et je trouve toujours sain de rappeler que ce sont des lieux qui cumulent souvent plusieurs missions, et se cumulent pour l'instant, et pas simplement au niveau de l'interdisciplinarité artistique, mais simplement au niveau de tous les champs dans lesquels ils interviennent, artistique, social, etc., se cumulent, est empêché, se cumulent et presque puni. Et ces endroits de blocage, je pense qu'il faut en faire vraiment plus. Il faut plus en parler. Donc, je reprends juste, mais c'est pas uniquement ça dont je voudrais parler, mais c'était tout à fait juste de rappeler que le statut d'intermittent ne s'adapte plus du tout à l'idée de faire un nouveau territoire, par exemple. Non, mais c'est idiot, mais voilà, parlons concret. Je veux dire, le foncier, c'est concret. Qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Merci beaucoup. Juste, Alban, je crois que tu voulais réagir avant que les uns et les autres vous répondiez un petit peu aux différentes questions. Je pense que tu voulais réagir sur la terminologie fabrique, même si elle s'adressait directement aux élus. Tu m'avais dit que tu voulais réagir à cet endroit-là. En fait, j'aimerais réagir sur pas mal de choses, mais j'ai un peu sélectionné. Déjà sur le mouvement squat, oui, il était éphémère dans sa dimension physique. Donc il n'y a plus de squat, en tout cas à Genève ça n'existe plus. Mais les idées et la politique du squat, le droit à la ville, l'accessibilité au sol, à l'espace public, aux établissements gérés par les collectivités publiques, elles sont toujours là et elles sont toujours aussi forte, et entre guillemets l'ennemi est toujours le même. Il a évolué, on est au XXIe siècle, les effets sont encore plus pervers, la lutte est encore plus difficile à mener contre la majorité politique, mais je pense que l'accessibilité au sol est vraiment primordiale. Et quand je lis le rapport